Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire Qualiment en aparté. Je vais commencer par quelques petits rappels un petit peu plus techniques. Donc, vous êtes aujourd'hui arrivés au séminaire Qualiment en aparté intitulé Sous les projecteurs, utiliser la lumière pour la sécurité microbiologique en agroalimentaire. Un point sur les technologies UV, lumière pulsée et lumière bleue. Nous allons avoir tout d'abord 45 minutes de présentation, puis ensuite vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Pendant le déroulement des présentations, je vais vous demander juste deux choses. Tout d'abord, de bien vouloir fermer vos micros, mais je vois qu'à peu près tout le monde a bien fermé son micro. Et d'autre part, si vous avez des questions, vous pouvez commencer au cours des présentations à les déposer dans le chat. Nous les poserons à la fin des présentations. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est donc les technologies à base de lumière. Nous avons mobilisé deux chercheurs, pardon, pour répondre à cette question, qui vont vous présenter de quoi il s'agit, leurs avancées récentes et des propositions de méthodes en gros, l'état de l'art sur ces technologies. Si tu veux, euh, diapositive suivante. Mais je vais d'abord vous présenter rapidement, vous rappeler ce qu'est le Carnot Caliment. Donc, le Carnot Caliment, c'est un réseau de laboratoires et de centres techniques. Notre motto, c'est d'être la porte d'entrée pour les entreprises vers la recherche publique en alimentation humaine. Carnot, c'est un label qui est accordé par le ministère de l'Éducation en charge de l'éducation et de la recherche à des groupements de laboratoires académiques et d'instituts techniques, et ce pour deux choses, c'est-à-dire que ce sont des laboratoires qui vont à la fois avoir une expertise scientifique démontrée par les publications, les thèses, etc., et une activité partenariale forte que nous pouvons observer au quotidien. Ça fonctionne pas. Et donc, dans ce webinaire, on a un format. Alors, on va avoir un format court pour présenter un aperçu de résultats et de propositions. Gaël, s'il te plaît. Vous avez ici la présentation du Carnot Caliment. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des laboratoires sur l'ensemble du territoire français et trois principales thématiques sur lesquelles on développe des nouvelles compétences. Donc, les nouvelles protéines, les ferments fonctionnels et probiotiques, l'alimentation pour des populations spécifiques, la qualité nutritionnelle et sensorielle. Et aujourd'hui, on a un focus sur ce qui va concerner le développement durable et l'évolution de la demande sociétale, puisque ces technologies permettent d'avoir des effets sur les micro-organismes sans ajout ni de détergent, euh, ni de, ni d'eau. Alors, C'est on fou parce va que j'ai zéro. maintenant, diapositive suivante. Donc, on va donc aborder cette question de la lumière pour la sécurité microbiologique en agroalimentaire. Et on va commencer donc par donner la parole à Frédéric et Sébastien, si vous voulez bien, s'ils veulent bien se présenter en quelques mots. Oui, bonjour à toutes et tous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de collègues en ligne, d'anciens collègues. Merci Catherine de me donner la parole. Donc Frédéric Carlin, je suis directeur de recherche à INRAE et les travaux que je vais vous présenter ont été réalisés dans l'unité mixte de recherche Scupod à Avignon, sécurité et qualité des produits d'origine végétale. J'ai plutôt une spécialité en microbiologie et sécurité des aliments et je m'intéressais aux formes biologiques particulièrement résistantes aux procédés, notamment les spores de bactéries et qui résistent très bien aux procédés radiatifs. On va le voir. J'ai un peu quitté le monde de la recherche, hein, puisque je suis depuis quelques mois président du centre de recherche Provence-Alpes-Côte d'Azur, toujours à Avignon.
Et donc, je vais me présenter maintenant. Moi, je m'appelle Sébastien Dupont, je suis maître de conférence à l'Institut Agro-Dijon. Et ma recherche s'effectue dans une unité de recherche qui s'appelle l'UMR Procédés alimentaires et microbiologiques. Et au sein de cette UMR, mon thème de recherche, c'est de comprendre comment des micro-organismes répondent à des perturbations technologiques. Et le but de développer cette connaissance, c'est de développer des procédés de maîtrise des micro-organismes et notamment des procédés d'inactivation pour ce qui concerne les micro-organismes d'altération et les micro-organismes pathogènes. Merci beaucoup. Et si vous voulez bien nous expliquer ce que sont ces technologies utilisant le rayon lumineux. Alors, avant de s'intéresser aux technologies, il faut d'abord se questionner sur ce que sont les rayonnements lumineux. Et il faut savoir que les rayonnements lumineux sont en fait des rayonnements électromagnétiques. Et pour comprendre comment sont générés ces rayonnements électromagnétiques, vous avez ici deux petites animations que je vais essayer de décrire le plus clairement possible. Sur l'animation du haut est représenté au centre un atome qui est composé d'un noyau avec des protons et des neutrons qui sont schématisés avec des petites boules bleues et rouges. Et puis autour de ce noyau, on va avoir un nuage électronique, des électrons, et souvent on représente les électrons à une distance fixe du noyau. Mais ici, vous pouvez voir que les électrons vont finalement se déplacer, et c'est ce qui se passe quand tout matériau n'est pas à une température du zéro absolu, eh bien, il va y avoir une vibration de ces électrons, ou bien encore une modification de leur position avec la collision des atomes dans les fluides. Et ceci va induire la création d'un champ électrique, puisqu'en fait, les électrons, ce sont des particules chargées négativement. Et lorsqu'elles vont se déplacer, il va y avoir la création d'un champ électrique, et c'est ce qui est représenté, alors non, encore en arrière, merci. Un champ électrique, c'est ce qu'on voit représenté par l'onde sinusoïdale. Au-delà du champ électrique, on a également un champ magnétique qui est créé, puisque quand une particule chargée se déplace, et bien également, il y a la création d'un champ magnétique. Et la combinaison de ces deux champs, ça fait ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique, et c'est ce que l'on peut voir sur l'animation du bas. Et donc, c'est un champ qui va pouvoir se déplacer de la source, donc de l'atome. On peut passer à la diapo suivante. Alors, si on veut caractériser ces rayonnements électromagnétiques, il faut s'intéresser à différents paramètres, différentes caractéristiques de cette onde, de ces ondes. Et notamment, lorsqu'on va parler de traitement électromagnétique, on va s'intéresser à l'énergie. Il faut savoir que pour quantifier l'énergie d'un rayonnement électromagnétique, l'énergie se déplace par paquets, par quantum d'énergie. Et ces quantums d'énergie, on peut venir identifier leur valeur en calculant une énergie, c'est l'énergie qu'on appelle d'un photon. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les photons ne sont pas des particules qui ont des masses, hein, mais ce sont des quantums d'énergie. Et cette quantité d'énergie d'un photon, il y a une formule pour la calculer, c'est H fois C divisé par lambda, avec H qui est une constante, c'est la constante de Planck. C, c'est la vitesse de déplacement de l'onde, c'est la célérité. Et cela est divisé par la longueur d'onde, qui va être une caractéristique qui est la distance entre deux crêtes au niveau de l'onde sinusoïdale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce paquet d'énergie, hein, cette énergie des photons, dépend de la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique. Alors, quand on s'intéresse au traitement lumineux, on parle d'énergie, mais on va souvent parler d'énergie dispersée sur une surface. Et donc, on va calculer ce qu'on appelle l'énergie surfacique. En anglais, on va trouver le terme fluence. Et l'énergie surfacique, c'est finalement l'énergie d'un photon fois le nombre de photons qui va arriver sur une surface divisé par la surface. Et donc, cette fluence, cette énergie surfacique, est exprimée en joules par mètre carré de surface. Donc l'énergie, c'est quelque chose d'important hein, quand on va essayer de venir quantifier l'effet des rayonnements électromagnétiques sur des micro-organismes. Mais l'autre paramètre important, c'est ce qu'on appelle également la puissance. C'est finalement le flux d'énergie. C'est la vitesse à laquelle on va apporter l'énergie. Donc la puissance de rayonnement, elle peut se calculer avec la formule qui est indiquée. C'est l'énergie d'un photon fois le nombre de photons, mais divisé par le temps pendant lequel finalement ces photons vont arriver sur le système. Et cette puissance, elle a une unité qui s'appelle le watt, qui correspond finalement à des joules par seconde. Et puis, comme pour l'énergie, ce qui est important, c'est de regarder comment cette puissance va se diffuser donc sur une surface. Et on va aborder également les termes de puissance surfacique. Ça correspond en anglais à l'irradiance. Et l'irradiance, ça correspond à la puissance divisée par la surface. Et ça s'exprime en watts par mètre carré. Donc, je vous ai précisé ça ici parce que dans les slides qui vont suivre, vous allez avoir des notions de fluence, d'irradiance, et donc il faut bien avoir cette idée-là qu'on va parler d'énergie surfacique et de puissance surfacique.
On peut passer à la diapo suivante. Donc, les différentes longueurs d'onde qui sont utilisées dans ces procédés. Donc, Sébastien, lui, s'intéresse plus à la lumière bleue, hein. Si vous regardez le diagramme la petite figure du haut, là, tout en largeur, ben, vous avez les différents types de rayonnement qui correspondent à différentes longueurs d'onde, des longueurs d'onde plus courtes, rayons gamma, rayons X, jusqu'aux longueurs d'onde les plus longues, les infrarouges et les ondes radio. Et dans nos procédés, nous allons nous intéresser surtout à la zone entre 200 nanomètres et 1100 nanomètres. Donc, Sébastien, lui, concentre ses recherches sur les sources de lumière bleue, donc une lumière entre des longueurs d'onde de 300 et 80, pardon, et 420, 380 et 420 nanomètres. Pour ce qui concerne les procédés dont je vais parler, donc vous avez le procédé lumière pulsée et souvent comparé au procédé UVC. Donc dans les UVC, c'est le diagramme en bas à gauche, vous avez une source essentiellement monochromatique qui émet avec des lampes à vapeur de mercure. Bon, de plus en plus, ces systèmes-là sont remplacés par des diodes, mais le système classique, c'était des lampes à vapeur de mercure avec des pics qui sont autour de 254 nanomètres. Alors que dans la lumière pulsée, c'est la diapositive en bas, l'image en bas à droite, vous avez un spectre de lumière blanche, donc avec des radiations qui vont être émises entre 200 et 400 nanomètres, où vous voyez que si vous regardez tout à gauche, ben, vous avez une part importante qui sont dans les zones UVC et lumière bleue, mais ça va également jusque dans le visible et au-delà du visible dans les infrarouges. Et on va voir que ces différentes radiations ont des effets sur les micro-organismes. Sébastien? Oui, je vais maintenant vous parler des sources de rayonnement lumineux. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, toute matière qui n'est pas à la température du zéro absolu va émettre un rayonnement électromagnétique. Et donc, il se fait qu'il existe des sources naturelles de rayonnement lumineux très puissantes, et je vous ai mis ici quelques exemples. Ce sera notamment le Soleil, les étoiles et les éclairs. Donc, ce sont des sources naturelles qui produisent énormément de rayonnement électromagnétique. Et puis, il va y avoir des exemples un peu plus anecdotiques, mais je vous les ai mis quand même. Mais vous avez également des organismes vivants. Ici, on a une méduse qui peut produire un rayonnement lumineux visible, hein, sur la base de réactions chimiques. Donc finalement, il existe des sources naturelles de rayonnement lumineux, mais dans ce que l'on va utiliser, nous, pour faire des traitements d'inactivation, on va utiliser des sources artificielles. Et concernant la lumière bleue, il existe trois types de sources possibles. La première qui est représentée en bas à gauche, ça va être une source de lumière blanche, c'est-à-dire à spectre large, sur laquelle on va appliquer un filtre bande-passe, qui va être un filtre qui va arrêter tous les rayonnements dont les longueurs d'onde ne sont pas comprises dans la bande entre 380 et 420. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce qui va passer au travers du filtre, ça va bien être de la lumière bleue, mais par rapport à l'émission initiale, eh bien, on va venir stopper tous les rayonnements en dehors de ces longueurs d'onde. Et donc, on a une perte un petit peu par rapport à la production initiale de lumière. Ensuite, on va avoir des sources plus spécifiques qui vont émettre uniquement les longueurs d'onde qui nous intéressent dans notre cas. Ce sera les LED et les lasers qui ont des sources lumineuses qui sont proches d'être monochromatiques. Donc, je vais laisser la parole ensuite à Frédéric. Oui, dans le dispositif lumière pulsée, hein, la technologie bon, nécessite pas mal d'électronique en amont, hein. Ce que vous voyez à droite, c'est une lampe au xénon qui est utilisée dans les dispositifs de lumière pulsée. Une lampe au xénon, celles qui sont utilisées la plupart du temps, ça a la taille et la forme d'un crayon à peu près, hein. Donc, pour fixer un peu les idées. Et ce sont des lampes qui sont en fait allumées par un système avec un condensateur qui est chargé et l'énergie délivrée par le condensateur est transmise à la lampe et on a cette lampe chargée de gaz sous l'excitation électrique va délivrer un flash de lumière. Ce flash de lumière, dans l'occurrence dans la lumière pulsée, est de très courte durée puisque c'est de l'ordre de 250 microsecondes, mais avec une énergie lumineuse extrêmement élevée. Voilà. Diapo suivante. Et pourquoi les rayonnements électromagnétiques agissent sur les micro-organismes?
Alors, pour comprendre finalement comment agissent ces rayonnements électromagnétiques avec les micro-organismes, il faut réfléchir d'une manière plus générale sur comment les rayonnements électromagnétiques interagissent avec la matière. Et pour comprendre ici, j'ai mis un petit schéma qui représente de nouveau un atome, puisque finalement l'interaction va se faire entre le champ électromagnétique qui a été créé tout à l'heure, dont je vous ai montré la genèse. Eh bien, ce champ électromagnétique, lorsqu'il va arriver sur de la matière, il va arriver sur des atomes. Et ce sont de nouveau les électrons de ces atomes qui vont pouvoir absorber l'énergie de ce rayonnement électromagnétique. Alors, par contre, les électrons, en fonction de l'interaction qu'ils ont avec le noyau, ne vont pas accepter tous la même quantité d'énergie. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'accepter un certain quantum d'énergie. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne vont pas interagir avec tous les photons. Ils vont interagir avec les photons qui ont uniquement l'énergie adéquate. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, l'énergie d'un photon est dépendante de sa longueur d'onde. C'est ce qui va expliquer finalement que certains atomes vont réagir spécifiquement avec des longueurs d'onde particulières. Et puis, si on change de longueur d'onde, il n'y aura pas cette interaction. Si on apporte le bon quantum d'énergie, l'énergie va pouvoir être absorbée par l'électron. À cet électron, il peut lui arriver différentes choses. Il peut lui arriver qu'il soit totalement expulsé de l'atome, donc une perte d'interaction avec le noyau. Et donc dans ce cas-là, on va avoir une molécule dont le cortège électronique sera modifié en termes de quantité d'électrons. Alors, il existe aussi d'autres phénomènes. On peut également avoir une modification de l'état énergétique de l'électron, c'est-à-dire que initialement, l'électron est ce qu'on appelle à l'état fondamental sur son orbital. Si on lui apporte cette bonne quantité d'énergie, eh bien l'électron peut passer à un état excité. Il va changer d'orbital moléculaire, il va s'élever par rapport au noyau. Et dans ce cas-là, on va obtenir une molécule qui est maintenant réactive, qui n'est pas stable, et qui peut interagir avec les molécules qui sont environnantes, notamment par des phénomènes d'oxydation. Donc, ce qui résume un peu ce qui se passe quand on a une interaction avec la matière organique et notamment des micro-organismes, on va avoir une modification du cortège électronique, une modification des propriétés électroniques des atomes qui vont faire qu'on peut avoir des altérations de structure directes, des formations de dimères, comme par exemple sous l'application d'UV, on va avoir des molécules qui vont s'assembler, qui vont former des dimères. Et donc, ça modifie les propriétés structurales. Et ces modifications de propriétés structurales, ça peut générer des modifications fonctionnelles qui peuvent aboutir à la mort des micro-organismes. Et pouvez-vous nous expliquer le contexte de vos recherches et nous expliquer comment vous appliquez des traitements lumineux? Alors, le contexte des recherches que j'ai pu conduire avec mes collègues là, sur la lumière pulsée, il n'a été possible qu'avec une collaboration, une entreprise qui s'appelle Claranor, qui est installée à Avignon et qui est le leader ou un des leaders mondiaux, un minimum, sur cette technologie de la lumière pulsée. Et la collaboration avait été engagée en 2007 avec cette entreprise. Euh, à la base, ce qui était important, c'était de mieux comprendre les effets de la technologie sur les micro-organismes, avec des données de base qui concernent les relations entre la dose de lumière pulsée appliquée et les effets qu'on peut avoir sur le micro-organisme, d'identifier les facteurs qui peuvent modifier cette relation dose-effet, et ils sont nombreux, et enfin d'identifier des mécanismes propres à la lumière pulsée, propres par rapport à d'autres sources lumineuses, notamment les sources d'UVC continues. Et le contact avec cette entreprise avait été possible car au laboratoire, nous possédons une expertise en microbiologie, en particulier sur les formes résistantes aux procédés, principalement les spores de bactéries, mais également les colonies des champignons filamenteux. Donc voilà un exemple d'application de la lumière pulsée en industrie, hein. Vous avez le boîtier marqué Claranor, hein, qui contient en fait les lampes qui vont délivrer la lumière pulsée, et on voit les petits tubes bleus, ce sont des préformes de bouteilles. Donc ces préformes de bouteilles en plus vont être déformées par la chaleur pour former la bouteille finale, mais la zone autour du col est particulièrement difficile à décontaminer. Donc cette technologie permet de décontaminer des cols de préforme, par exemple, est employée pour la décontamination de nombreuses formes d'emballage. Alors, concernant la lumière bleue, pour présenter le contexte, donc je vous l'ai dit, j'appartiens à l'UMR Procédés alimentaires et microbiologiques. Et les travaux ont été réalisés au sein d'une de ces équipes, l'équipe Procédés microbiologiques et biotechnologiques.
Et dans cette équipe, on va avoir retrouvé des expertises en microbiologie et en génie des procédés. Alors, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais finalement, dans cette équipe, on cherche à comprendre comment répondent des micro-organismes à des perturbations technologiques. Donc, ça peut être de la chaleur, des modifications de l'hydratation, des hautes pressions, mais également des rayonnements électromagnétiques. Et on fait cela pour développer donc, des procédés de contrôle de la viabilité des micro-organismes, mais également de maîtrise de leur fonctionnalité. Alors, il y a deux visées à ces travaux, hein. Je vous ai parlé du contexte de l'inactivation pour les pathogènes et pour les fleurs d'altération, mais on a aussi toute une expertise par rapport aux micro-organismes bénéfiques pour lesquels on développe des procédés de production et des procédés de conservation. Alors, concernant la lumière bleue, on est sur des travaux de recherche qui sont plus récents que ceux de Frédéric, hein. Ils ont été initiés en 2017. Et pourquoi on a cherché à travailler sur cette lumière bleue? On a cherché à comprendre finalement l'effet de ce type de rayonnement sur les micro-organismes, qui est encore à l'heure actuelle encore assez peu connu. Et notamment, on veut s'intéresser à comprendre quelles sont les cibles cellulaires de ces traitements à la lumière bleue, et également de comprendre l'effet des paramètres de traitement, donc notamment la dose, ça veut dire l'énergie, mais également la vitesse à laquelle on va apporter cette énergie, c'est la puissance, et puis essayer de comprendre si, en fonction des modes d'application que l'on va utiliser, on va avoir des effets sur les micro-organismes qui seront différents. Et puis, il y a un besoin de connaissance également de caractériser la sensibilité de différents micro-organismes, notamment des types, que ce soit des levures, des champignons, des bactéries, regarder l'impact des souches et également l'état physiologique de ces micro-organismes. Alors, par contre, nous, pour pouvoir étudier finalement l'impact de la lumière bleue et notamment l'impact de la puissance et des hautes puissances, il a fallu qu'on développe un dispositif pour pouvoir finalement traiter nos échantillons puisqu'il n'existait pas de dispositif commercial qui permettait de pouvoir traiter de manière précise et de moduler la puissance sur de la lumière bleue. Donc pour cela, on a développé un réacteur en partenariat avec une société qui s'appelle Folia, qui est une société qui a une expertise dans les éclairages professionnels. Et donc on a fabriqué un réacteur sur la base de LED qui sont très condensés, qui permettent d'avoir une très haute puissance d'éclairage. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ici on a le spectre des LED qu'on a utilisé, qui est centré sur 405 nanomètres. Et en venant concentrer les LED, on a pu avoir une puissance surfacique d'environ 9000 watts par mètre carré. Donc 9000 watts par mètre carré, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que ce n'est pas forcément facile de se rendre compte ce que c'est, il faut se rendre compte que le Soleil, en été, lorsque le Soleil est au zénith, qui a un temps sans aucun nuage, eh bien, la puissance qui va arriver à la surface terrestre, c'est environ 1000 watts par mètre carré sur l'ensemble du spectre, c'est-à-dire sur toutes les longueurs d'onde que Frédéric vous a montrées tout à l'heure. Et ici, on va multiplier par 9 cette puissance et concentrer tout sur les longueurs d'onde associées au bleu. Donc ça permet d'avoir un dispositif qui est très puissant en termes de lumière bleue. Et à l'époque, on a conçu ce réacteur, on était les seuls à avoir cette puissance sur la lumière bleue. Alors depuis, d'autres laboratoires ont également acquis des équipements qui ont des puissances similaires. Alors, juste, il y a encore une petite animation après. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait ce réacteur à ultra haute intensité, à ultra haute puissance, on a cherché à comprendre finalement si, au-delà de l'énergie reçue par un micro-organisme, est-ce que la puissance joue un rôle dans l'inactivation. Et ça, c'était assez original puisque dans beaucoup de travaux, beaucoup de personnes s'intéressent à l'énergie reçue et relient la mortalité à l'énergie, mais peu se sont intéressés à l'effet de la puissance. Donc on a voulu visiter ça, on a pu le faire grâce à ce réacteur. Et en bas à gauche, donc, vous avez deux graphiques qui représentent l'inactivation d'un micro-organisme modèle. C'est la levure de boulangerie Saccharomyces cerevisiae. Et on a appliqué des traitements à deux doses d'énergie différentes. Donc 164 joules par centimètre carré. Et on l'a apporté avec des puissances différentes. C'est que finalement, quand l'énergie est faible, quelle que soit la puissance, on n'a pas d'inactivation. Par contre, quand on va augmenter cette énergie, et qu'on va utiliser différentes puissances, on peut voir un effet différentiel sur les d'activation en fonction de la puissance. Et notamment, plus on va augmenter la puissance, plus on va avoir une activation qui est forte pour la même énergie reçue par l'échantillon. Donc ça, c'est intéressant, puisque si on conclut sur ces graphiques, on peut dire déjà qu'il existe un seuil d'énergie pour inactiver les levures, et donc si on généralise les micro-organismes.
Et puis, ce que ça veut dire également, c'est que augmenter la puissance de traitement, donc pour une même énergie appliquée, va augmenter l'efficacité des traitements. Donc, ce que ça indique, hein, en termes un peu concrets, hein, c'est que plus on va augmenter la puissance de traitement, moins on aura besoin d'énergie pour inactiver les micro-organismes. Et donc, ça veut dire qu'on peut imaginer d'aller vers des traitements. Merci. Et donc, quelle efficacité en termes de décontamination selon, sur la base de vos travaux? Alors, si on parle de la lumière pulsée, hein, ben, l'efficacité sur les micro-organismes, elle peut s'établir à partir de courbes dose-réponse. Donc, sur ces deux graphiques, celui du dessus, c'est avec une source d'UVC continue, donc à 254 mm, et le graphique du bas, c'est avec une source de lumière pulsée. Donc, les sources, on a travaillé sur plein de souches, mais là, les résultats que je présente là sont sur deux souches de Bacillus pumilus, Bacillus pumilus comme une référence pour la décontamination dans les industries alimentaires. Donc, on a des courbes de survie où on a un abattement de 6 logs, on allait entre autour de 100 secondes, entre 1 et 2 minutes pour ces deux souches. Donc entre 1 et 2 minutes de traitement UVC pour arriver à avoir une décontamination de l'ordre de 6 logs. Avec la lumière pulsée, les 6 logs d'abattement sont obtenus, alors là vous le voyez, avec des doses de 2 joules par centimètre carré ou de 4 joules par centimètre carré en un ou deux flashs de lumière pulsée. Et ça dure au total, ben, vous faites le compte, 250 microsecondes par flash, 500 microsecondes pour deux flashs, on est bien en dessous de la microseconde. Entre 1 et 2 minutes pour les sources du WC, de l'ordre de moins d'une microseconde pour millisecondes pour la destruction par la lumière pulsée avec des niveaux d'abattement de 6 logs, un flash de lumière. Donc voilà un peu l'idée de l'efficacité du procédé. On s'est intéressé également aux facteurs qui peuvent influencer ce procédé, et notamment, bah, est-ce que les micro-organismes répondent tous de la même manière? Ça, ce sont des données qui ont été obtenues sur différentes espèces de bacillus, différentes spores de différents bacillus, où vous avez en bas, sur l'axe des X, les données pour les UVC, et sur l'axe des ordonnées, les données obtenues pour la lumière pulsée. Donc, deux choses que vous pouvez voir, c'est un, la corrélation entre les deux procédés, une corrélation très, très élevée, et deux, que vous avez quand même une certaine gamme de sensibilité différentes de ces bacillus au procédé. On a essayé de s'intéresser également à ce qui se passait au niveau des champignons filamenteux. Donc, sur le graphique de gauche, c'est ce qui concerne des UVC, où on a testé 4 micro-organismes, hein, un Aspergillus carbonarius en vert, un Brasiliensis en bleu, un Penicillium rubens en rouge et un Bacillus pumilus en noir. Donc, vous voyez qu'avec les UVC, on a globalement le Penicillium rubens qui se comporte à peu près de la même manière que le Bacillus pumilus. Mais par contre, avec une source UVC, nos deux Aspergillus, ils ont des résistances bien, bien plus élevées que les deux autres souches. Ici, on passe à la lumière pulsée avec les quatre mêmes souches. Eh bien, vous voyez que les quatre souches se comportent à peu près de la même manière. C'est-à-dire des différences qui existaient très prononcées qui existaient avec les UVC disparaissent avec la lumière pulsée, indiquant quelque part que la lumière pulsée serait plus efficace sur les aspergillus que peuvent être les sources d'UVC continu. Donc, ce qui nous a amené à nous questionner sur le rôle des UVC. Et on a fait des essais en utilisant des filtres qu'avait évoqué Sébastien tout à l'heure, en utilisant des filtres qui permettent de modifier la nature du spectre délivré par la lumière pulsée. Donc ça, c'est des essais qui ont été réalisés avec un pumilus, une souche de Bacillus atrophaeus, avec de la lumière pulsée. Et donc vous avez les courbes bleues qui montrent l'inactivation avec l'ensemble du spectre de la lumière pulsée. La courbe en orange en éliminant une part des UVC et les courbes en gris sans UVC.
Donc, ben, vous voyez qu'avec les courbes en gris, ben, pas d'UVC, pas d'efficacité de la lumière pulsée sur les spores de Bacillus. Et vous voyez qu'avec les courbes oranges, ben, la fraction entre 220 et 225 nanomètres contribue à l'inactivation aussi bien que la fraction des UVC au-delà de 225 nanomètres. Donc, pour les spores de bactéries, avec la lumière pulsée, seuls les UVC sont efficaces. On s'est posé la même question pour les champignons filamenteux, et avec des résultats qui sont assez sensiblement différents. Donc, on retrouve la courbe bleue, tout le spectre de lumière pulsée, avec une très bonne efficacité pour la souche Aspergillus brasiliensis à gauche et pour le Penicillium rubens à droite. Et puis, on a utilisé les mêmes filtres, enfin d'autres filtres, pour avoir différents spectres de longueur d'onde. Et si vous voyez avec l'Aspergillus brasiliensis, les courbes orange ou la courbe noire, c'est sans UVC et sans UVB. Et la courbe orange, c'est sans UV du tout. Ben, on s'aperçoit que le reste du spectre émis par la lumière pulsée, c'est-à-dire au-delà de 400 nanomètres, le visible et également les infrarouges, ont un effet sur l'inactivation d'Aspergillus brasiliensis. En est-il de même pour le Penicillium rubens? On reprend les mêmes courbes orange et noire, sans UV, on n'a pas, on a ou très peu d'inactivation de ce Penicillium rubens. Alors, la conclusion de ça, c'est que donc pour les spores de bactéries, pas d'UVC, pas d'inactivation. Pour les spores de moisissure, il n'y a pas que les UVC qui marchent, mais encore, ça dépend des espèces. La situation pour un pénicillium n'est pas la même que pour un aspergillus. Les UVC sont déterminants dans l'effet sur un pénicillium, alors qu'ils ne sont pas les seuls à avoir un effet en ce qui concerne un aspergillus. Les radiations UVA, UVB, UVC et au-delà ont probablement un effet également. Alors, concernant la lumière bleue, je vais vous présenter également quelques résultats qui sont un petit peu significatifs. Et les premiers résultats que je vais vous présenter, ça concerne donc des traitements à la lumière bleue, mais effectués à deux longueurs d'onde différentes, donc 385 nanomètres et 405 nanomètres. Donc c'est assez proche, hein, mais il y a 20 nanomètres d'écart entre les deux traitements. Et pour essayer de regarder un petit peu le potentiel d'inactivation, on a regardé ça sur deux micro-organismes. Donc de nouveau, une levure modèle, Saccharomyces cerevisiae, sous forme végétative et sous forme de spore. Et puis sur une bactérie sporulente, Bacillus cereus, également sous forme de végétative et sous forme de spore. Et alors, si on regarde d'une manière un peu générale, ce que l'on peut voir, c'est donc les barres bleues représentent les taux d'inactivation. Ce que l'on va voir, c'est que les formes végétatives sont bien plus sensibles que les spores. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau. On sait bien que les spores sont des formes de résistance, notamment chez les bactéries. Mais chez les champignons, on voit aussi que c'est également le cas. Et pour les cellules végétatives, des traitements de l'ordre de 10 minutes et 5 minutes pour Bacillus cereus vont être efficaces pour inactiver les cellules végétatives. Pour les spores, on va avoir besoin de faire des traitements qui sont plus longs, qui vont jusqu'à 30 minutes pour inactiver une dose importante des spores de levure et des spores de bactéries. Alors, ce que l'on remarque également, c'est qu'il y a une activation qui est beaucoup plus forte pour la longueur d'onde 385 nanomètres que pour la longueur d'onde 405 nanomètres. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans la lumière bleue, eh bien, il y a des longueurs d'onde encore plus spécifiques que de dire de lumière bleue, hein. Il y a certaines longueurs d'onde de la lumière bleue qui vont avoir un potentiel d'inactivation qui est plus important. Alors, on peut passer à la slide d'après. Et on a également essayé de faire des traitements sur des cas un petit peu concrets pour imaginer le potentiel d'application. Et ici, on a un exemple qui représente l'effet de l'inactivation de spores de Penicillium digitatum, donc qui est un champignon qui va altérer les agrumes. Et ici, on a contaminé des mandarines. Alors pour les contaminer, on a fait quelque chose d'assez drastique, hein. On a fait une incision avec un scalpel. Et dans cette incision, on est venu charger avec des spores, avec une solution de spores très chargée. Et puis ensuite, on regarde comment se développe le champignon. Alors à gauche, sur l'image de la mandarine contaminée, c'est un exemple témoin. Et on va pouvoir repérer différentes zones de contamination.
la zone de sporulation, qui est la zone la plus centrale. Ensuite, on a la zone composée de mycélium. Et puis ensuite, c'est la zone de pourriture molle. Donc, ces trois zones, finalement, c'est la zone d'expansion du champignon. Et donc, on a appliqué des traitements lumineux. Alors, on est resté focalisé sur la longueur d'onde de 385 nanomètres, puisque c'était manifestement la plus efficace. Et puis, on a travaillé à deux puissances différentes. Donc, soit 125 milliwatts par centimètre carré, on a fait un traitement de 20 minutes. Ou alors, on a travaillé à une puissance deux fois plus élevée, mais en diminuant le temps par deux, ce qui permet d'avoir la même énergie. Donc, on est toujours sur la même énergie sur le traitement. C'est la différence, c'est que ce n'est pas la même puissance. Et ce que l'on peut voir, hein, c'est sur les histogrammes, donc en gris, c'est la condition contrôle sans traitement lumineux. Et puis les histogrammes bleus, c'est avec les traitements lumineux. C'est que l'application de traitements lumineux va permettre de réduire l'expansion du champignon après traitement. Alors, on n'a pas une inhibition totale, hein, mais c'est assez normal vu les conditions initiales d'inoculation. Il faut savoir que voilà, quand on cherche à regarder l'effet d'un traitement, on cherche à réduire l'expansion du champignon. Et ici, on l'a bien observé, de manière assez similaire que ce qu'on observerait si on utilisait un antifongique. Donc, la conclusion principale, finalement, c'est que les traitements bleus UHI limitent l'expansion d'un champignon de contamination à la surface des mandales. Alors, par contre, ici, vous voyez qu'on a travaillé avec des puissances qui ne sont pas à la limite du réacteur que l'on peut utiliser. Et en fait, on s'est arrêté à 250 milliwatts par centimètre carré, car au-delà, on a un effet d'altération sur la surface du fruit à cause d'un effet thermique. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fonction de la matrice et de sa sensibilité, si on veut appliquer des traitements à la lumière bleue, il faut trouver un compromis entre la puissance la plus élevée qui permet d'optimiser en termes d'énergie d'inactivation des micro-organismes, et puis préserver la matrice qui est traitée par la lumière bleue. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est que pour les surfaces, ce n'est pas vraiment problématique. On peut montrer très haut en termes de puissance, mais quand on travaille sur des matrices alimentaires, ben, il faut prendre en compte ben, l'effet sur la matrice alimentaire. Ça marche, mais pourquoi? Que connaît-on des mécanismes qui expliquent cette destruction des micro-organismes et de leurs spores? Mais c'est une très belle question et qui a motivé la poursuite de nos travaux. Et une des premières questions à laquelle on s'est intéressé, c'est derrière les mécanismes physiques de la lumière. Est-ce que c'est plutôt un effet photochimique ou un effet photothermique, hein? Est-ce que c'est un effet qui est dû aux effets des radiations sur les molécules des cellules ou est-ce que c'est un effet qui est dû à l'élévation de la température des micro-organismes que l'on traite, hein? Rappelez-vous, hein, je disais qu'on avait une émission donc, entre 200 et 1100 nanomètres dans la lumière pulsée, donc des infrarouges aussi bien que des UVC. Et on a eu l'opportunité de travailler avec des collègues néerlandais avec différentes souches d'Aspergillus niger, des mutants, donc avec le même fond génétique, on pouvait avoir des conidies entièrement noirs, qui était le type sauvage, et puis des conidies avec des différentes couleurs, des colonies de couleur fauve, brun, hein, et des colonies blanches. Et l'hypothèse, enfin la question qu'on s'est posée derrière, enfin ou les hypothèses que l'on a faites, donc les souches blanches nous permettraient de répondre à une question. Euh, Elles sont peu sensibles à l'élévation de température puisqu'elles sont blanches et donc elles sont peut-être plus facilement sensibles aux UVC. Alors que les souches noires, de fait de la présence d'infrarouges, seraient soumises à une forte élévation thermique. Est-ce que cette élévation thermique serait compensée ou pas par la protection par la mélanine qui est un des pigments qui permet de protéger des effets délétères des UV. Et donc, on a regardé la sensibilité de ces souches au procédé lumière pulsée et, toujours comme par comparaison à une autre référence, les UVC. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au-dessus, c'est les souches, les effets dus à la lumière pulsée, avec nos souches de différentes couleurs, hein, c'est les pastilles noires, blanches et fauves, et la courbe, le diagramme d'en dessous, c'est la sensibilité aux UV. Donc, si on regarde la courbe d'en dessous en premier, on voit que les souches produisant les conidies de couleur noire sont plus résistantes aux UVC que les souches produisant des conidies de couleur blanche. Dans le procédé UVC continu, il y a
très peu d'élévation de température. Donc le résultat attendu était logique, c'est les souches contenant une forte concentration en mélanine qui sont les mieux protégées des UVC. Les souches blanches sont les plus sensibles et les souches brunes étant en situation intermédiaire. Et bien, quand on regarde avec la lumière pulsée, eh ben, on voit que les souches produisant des colonies de couleur noire sont les mieux protégées de la lumière pulsée. Alors qu'on attendrait, ce sont celles qui devraient avoir l'élévation thermique la plus élevée. Donc, ce qui veut dire dans la lumière pulsée, bah, au moins pour les sources de Conidis, c'est l'effet photochimique qui est déterminant, hein. Les souches ayant une forte teneur en mélanine sont mieux protégées des effets délétères des UVC et sont plus résistantes que les souches blanches ou de couleur fauve. On s'est également intéressé bon, chez les spores de bactéries, euh, dont la génétique a été particulièrement étudiée. On sait bien quels sont les gènes qui sont impliqués dans la résistance à de nombreux procédés. Et on s'est posé la question de savoir quels étaient les gènes qui contribuent à la résistance, en prenant l'exemple des gènes codants pour les protéines des tuniques de la spore, hein. J'y reviendrai un petit peu, mais les tuniques de la spore sont une des enveloppes des spores de bactéries qui les protègent de nombreuses agressions physiques et chimiques. Et on s'est intéressé à la manière dont la délétion d'un des gènes des protéines des tuniques pourrait avoir un effet sur la résistance à la lumière pulsée. Et là, on a étudié, les résultats sont sur ce graphe, hein, 4 souches, la souche sauvage en noir et 3 mutants dépourvus de certaines des protéines des tuniques qui répondent au nom de COG, SPO6D et COTE. Ben, on voit que le gène COG des souches dépourvues de gène code G, donc d'une certaine protéine unique, ne sont absolument pas affectées pour la résistance à la lumière pulsée. Par contre, des souches dépourvues de SPO6D et encore plus de code E deviennent extrêmement sensibles à la lumière pulsée, beaucoup plus que le sommage. Donc, il y a des gènes uniques qui sont impliqués de manière variable dans la résistance des spores à la lumière pulsée. Donc c'est unique, hein, pour mieux les visualiser. Donc à gauche, vous avez une spore d'un Bacillus subtilis avec ses différentes structures, le cœur qui contient l'information génétique, zone un peu plus blanche autour le cortex formé de peptidoglycanes, donc en gros la structure d'une paroi bactérienne classique, et les tuniques protéiques externes. Donc en fait, en microscopie, on voit des tuniques internes, hein, avec ce format lamellaire et les techniques externes qui apparaissent un petit peu moins structurées. Et on s'est intéressé aux effets comparés UVC lumière pulsée sur les protéines de ces tuniques. Diapo suivante. Et donc, ben, vous avez différentes protéines, hein, COTA, COTESA, etc., etc. Donc, le sauvage non traité, U pour untreated en anglais, où vous avez sur des gels d'électrophorèse avec un marquage avec des anticorps, vous voyez que bah, ces protéines sont bien apparentes. Et si on traite à la UV, ben, vous voyez, à la lumière pulsée, vous voyez que côte A et côte SA disparaissent totalement, alors qu'elles sont encore bien présentes lors d'un traitement des UV. Donc, côte A et côte SA, par exemple, parmi ces protéines uniques, sont inactivées spécifiquement par la lumière pulsée. Si on regarde pour les autres protéines, on voit que quel que soit le procédé, elles sont peu altérées et la taille des spots diffère assez peu de ce qu'on avait avec le contrôle non traité. Donc elles sont peu sensibles. Donc on a des sensibilités différentes des protéines au procédé, mais en plus, la sensibilité dépend du procédé qu'on applique, hein. On n'a pas les mêmes effets pour la lumière pulsée et pour les UVC. La pause suivante. Et on a poursuivi cette étude sur les mécanismes en regardant les dommages cellulaires, hein. Toujours lorsqu'on reste sur les protéines des tuniques. Donc là, on voit à gauche toujours nos spores de Bacillus subtilis, non traités, avec les protéines des tuniques, hein, qui sont marquées IC-OC, inner coat à outer coat, hein, en anglais, qui sont bien attachées entre elles.
alors qu'on voit qu'après un traitement en lumière pulsée, c'est les petites flèches rouges, les petits triangles rouges qui les marquent. On a une séparation de la tunique interne de la tunique externe due au procédé. Et ça pourrait être dû en particulier aux dégradations spécifiques des protéines que l'on a vues dans la diapo précédente. Ces dommages cellulaires, on a essayé de les observer sur les conidis d'Aspergillus niger, un autre modèle de moisissure. Donc vous avez sur les images du dessus là, des spores intacts, hein, qui ressemblent un petit peu à des rochers au chocolat. Et après un traitement de lumière pulsée, ben, vous avez un éclatement de cette structure avec une libération du cytoplasme de la conidie. On a fait un petit test statistique, hein, c'est le diagramme de droite, et ben, on voit que ces formes dégradées, ces formes abîmées, sont extrêmement majoritaires dans les échantillons traités par la lumière pulsée. Donc la lumière pulsée, pour les conidis de Niger, entraîne vraiment une dégradation massive et très profonde de la structure des cellules. Alors, concernant la lumière bleue, j'ai fait un petit point bibliographique pour vous permettre de comprendre un petit peu quelle était notre démarche dans la recherche des mécanismes, puisqu'en fait, les travaux de recherche sur la lumière bleue ne sont pas récents, hein. Les premiers travaux sur la lumière bleue, on les retrouve il y a plus de 50 ans. Mais en fait, pour comprendre les effets sur les cellules biologiques et notamment sur les micro-organismes, eh bien, les traitements qui ont été appliqués, ça a été des traitements très longs, sur des longues durées à très faible puissance. Et ce qu'il avait pu être compris, c'est que cette lumière bleue interagit avec des molécules endogènes des micro-organismes qu'on appelle des photosensibilisateurs. Et dans les micro-organismes, ce sont les porphyrines. Finalement, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces porphyrines vont contenir des électrons qui vont pouvoir interagir avec les photons liés à la lumière bleue, puisqu'il va y avoir la bonne quantité d'énergie. Et sur le schéma de droite, ben, il y a les aspects finalement chimiques qui vont se produire lorsqu'une porphyrine va être touchée par de la lumière bleue. Ces électrons vont passer d'un état basal à un état excité. Et l'état excité, c'est un état transitoire, c'est un état instable. Lorsque les électrons vont revenir à l'état basal, le principal mécanisme, ça va être un transfert d'énergie à de l'oxygène, à du dioxygène, hein, dit triplé, qui va se transformer en oxygène singulé. Et cet oxygène singulé, c'est une espèce qui est hautement réactive et qui peut avoir des cibles potentielles dans tous les micro-organismes. Ça peut être des dommages au niveau de l'enveloppe, des dommages au niveau de la membrane plasmique au travers des lipides, des dommages au niveau des protéines et encore également des dommages au niveau de l'ADN. Donc l'oxygène singulé, hein, théoriquement, peut interagir avec toutes ces cibles cellulaires. Alors par contre, d'après la littérature, on ne connaissait pas spécifiquement quelle est la cible principale du phénomène qu'on appelle photooxydatif par ces traitements de la lumière bleue. Et quand on regardait également ce qui était produit par la littérature en termes de connaissances, on ne connaissait pas l'effet de la puissance. On connaissait un effet de l'énergie, mais pas l'effet de la puissance, c'est-à-dire avec l'effet de la vitesse avec laquelle l'énergie est apportée aux cellules. Et donc, nous, on a focalisé un petit peu sur les traitements à haute puissance. Et on va pouvoir passer à la diapo d'après. Et pour comprendre un petit peu finalement ces traitements à haute puissance, on a utilisé la microscopie. La microscopie avec une sonde fluorescente qui s'appelle le Singlet Oxygen Sensor Green, qui est une sonde qui va s'illuminer lorsqu'il va y avoir de l'oxygène singulé. Donc finalement, ça va être l'espèce réactive qui est produite lors de la photooxydation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le laser du microscope pour réaliser la photooxydation et faire une photooxydation ciblée. Alors sur la petite vidéo qui tournait, mais là elle ne tourne plus devant moi, il faut la laisser tourner, voilà, elle devrait tourner en continu. Bon, c'est pas grave. Alors si vous l'avez vu, mais je vais vous la redécrire. Mais en fait, on a ciblé ici une levure. Initialement, il n'y a pas de fluorescence puisqu'il n'y a pas d'oxygène singulé. Et quand on est venu focaliser le laser sur cette levure, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est qu'il va y avoir une production d'oxygène singulé qui va se faire au niveau du pourtour de la cellule. Et puis, si on poursuit le traitement, eh bien, on peut voir qu'au bout d'un moment, on va avoir un gonflement au niveau de l'enveloppe et jusqu'à une explosion de la levure. Donc, on peut le voir par la vidéo quand elle fonctionne, mais aussi sur la petite frise chronologique où on a l'évolution de la morphologie des levures. Alors, ces résultats nous ont appris deux choses. Première chose, c'est que la membrane plasmique est le site de la production de l'oxygène singulé, ce qui sous-entend que les porphyrines, c'est les porphyrines qui sont présentes dans la membrane plasmique qui vont permettre cette production d'oxygène singulé.
Et puis également que la membrane plasmique est une cible majeure de ces traitements photooxydatifs. Donc il y a une certaine logique puisque l'oxygène singulé, une fois qu'il est produit, il a une durée de vie qui est très courte. Donc ça veut dire que son champ d'action est très limité et ça peut expliquer pourquoi la membrane plasmique est la cible de ces traitements de photooxydation. Voilà. Quelles sont finalement vos principales conclusions issues de vos travaux de recherche? Donc, nos principales conclusions sur la lumière pulsée. Bon, incontestablement, on peut dire que la lumière pulsée est un traitement efficace contre de nombreux micro-organismes et contre leurs formes de résistance. Quand on dit efficace, c'est avec un flash, deux flashs, trois flashs de lumière, on arrive à avoir plusieurs logs d'abattement, plusieurs logs d'abattement qui sont les standards que l'on attend en termes de niveau de contamination dans la plupart des industries alimentaires. Qu'au sein de la technologie lumière pulsée, les UVC ont certainement un effet majeur, mais c'est certainement pas le seul, notamment pour ce qui concerne les champignons filamenteux. Et il n'est pas contestable non plus que la lumière pulsée a des effets spécifiques sur les micro-organismes, des effets que l'on n'observe pas avec des sources d'UVC classiques. En ce qui concerne la lumière bleue et par rapport à nos travaux, ce que l'on peut conclure finalement, c'est que les traitements à ultra haute puissance, à ultra haute intensité, peuvent inactiver des micro-organismes, et ceci en altérant la membrane plasmique. On a également pu mettre en évidence que augmenter la puissance lumineuse permet de diminuer la dose d'énergie nécessaire pour inactiver les micro-organismes. Et ce que l'on a observé, c'est que alors, certaines matrices élémentaires sensibles, notamment à la chaleur, peuvent être altérées par des traitements à ultra haute intensité. Et donc, pour ces matrices sensibles, si on veut imaginer en tout cas un traitement par la lumière bleue, il faut trouver une balance entre la puissance qui permet d'inactiver rapidement le micro-organisme et une puissance qui n'altère pas la matrice alimentaire. En revanche, hein, pour les surfaces, on peut monter très haut en puissance et avoir des inactivations qui peuvent être très rapides. Et quelles sont, selon vous, les solutions, les opportunités pour les entreprises apportées par ces deux technologies? Alors, je pense que lumière pulsée et lumière bleue, hein, on peut dire la même chose, c'est une alternative aux composés chimiques, aux dérivés du peroxyde d'oxygène, aux dérivés chlorés qui sont utilisés en décontamination. Ça ne laisse pas de résidus, il n'y a pas besoin d'eau et il n'y a aucune exposition du personnel à des produits chimiques qui sont extrêmement réactifs. Les procédés sont efficaces contre de nombreux micro-organismes et leurs formes de résistance, ça c'est important également. Et les deux technologies sont utilisables pour la décontamination des surfaces. Alors ça peut être des matériaux au contact des aliments, ça peut être des emballages pour des produits médicaux, ou pour des produits pharmaceutiques ou pour des produits cosmétiques. Les limites des technologies c'est plutôt pour des traitements de surface. C'est des technologies qui sont peu pénétrantes et il y a un risque d'échauffement lorsqu'on travaille avec de très très fortes densités, avec des risques d'altération des produits. Alors, je pourrais même répondre, j'ai vu la question de Benoît Jaillet hein, sur le lien avec la distance et le brûler, pas brûler, etc. On y reviendra. Ben, c'est tout. C'est pas cette procédé-là, c'est pas une histoire de distance à la source, c'est une histoire de dose d'énergie que l'on apporte. Hein. Il y a des doses d'énergie efficaces sur les micro-organismes, elles sont de mieux en mieux connues, même si elles restent encore à être établies. Et si on brûle le produit sans être efficace pour les micro-organismes, ça veut dire quelque part que c'est pas forcément la bonne technologie. Les spécificités de la technologie, des deux technologies, donc la lumière pulsée surface, mais également possibilité de traiter des liquides clairs. Bon, Clarano en témoigne, hein, c'est une technologie qui est mature,
qui offre la possibilité de travailler avec des cadences extrêmement élevées, les limites étant pas tellement la lumière pulsée elle-même, la durée du flash, la limite étant plutôt les technologies électroniques pour délivrer des flashs avec des cadences élevées, et puis les technologies pour délivrer les surfaces à traiter à cadence élevée également. Les spécificités, ben, la LP est plus efficace dans cette circonstance que les UV. Ne serait-ce que par la durée de traitement qui est extrêmement courte. Sur la lumière bleue, Sébastien? Oui. Sur la lumière bleue, finalement, ce qui différencie un petit peu la lumière bleue des UV, c'est que la lumière bleue, de par les caractéristiques du rayonnement électromagnétique, a une profondeur de pénétration qui est beaucoup plus importante dans les liquides que l'UV, notamment que l'UVC. Si on regarde, si on fait un rapport entre l'UVC et la lumière bleue va pénétrer 1000 fois plus profondément que l'UVC. Donc ça veut dire que pour traiter des liquides, on peut trouver un intérêt euh, sur, sur la lumière qui sont en développement pour avoir une efficacité croissante finalement de conversion électrique en énergie lumineuse, hein. Et sur les LED bleus, eh bien, on peut avoir des très bons rendements de conversion qui sont de l'ordre de 60%, ce qui n'est pas possible du tout d'avoir avec l'UV. Pour avoir un ordre de grandeur, les LED en UV, on est plutôt vers 5% de rendement de conversion entre l'électricité consommée et puis l'énergie dans la zone UV. Donc, on peut également trouver un intérêt de travailler dans cette zone liée à la lumière bleue par l'efficacité finalement de la conversion énergétique pour produire ce rayonnement électromagnétique. Merci. Et quel besoin de recherche voyez-vous dans le futur, ce qu'on ne connaît pas encore? Alors, quelques perspectives spécifiques à la lumière bleue qu'on visite actuellement. Alors, tout ce que je vous ai montré, ça a été réalisé en continu. Et récemment, on a développé un nouveau prototype qui permet de faire des traitements de manière pulsée, c'est-à-dire faire des pulses, un peu comme Frédéric l'a présenté pour la lumière pulsée, mais des pulses avec des longueurs d'onde centrées, hein, sur la lumière bleue. Alors, pourquoi on fait ça? En fait, il y a deux raisons. Le fait de passer en traitement pulsé, ça permet d'avoir des puissances instantanées, c'est-à-dire des puissances de crête, hein, sur l'éclairage qui sont plus élevées. Et comme on a montré que la puissance avait un rôle important dans l'énergie pour tuer les micro-organismes, eh bien, on peut, voilà, on a montré d'ailleurs qu'on va pouvoir encore réduire le temps de traitement. Et puis, on va également réduire les effets thermiques, puisqu'en travaillant de manière pulsée, on va laisser le temps à l'échantillon pour avoir une dissipation thermique. Et lorsqu'on va faire des traitements en pulsé, on aura des élévations de température qui seront plus faibles que sur un traitement continu. Donc, par rapport à l'altération des matrices dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut trouver un intérêt aussi de travailler de manière pulsée. Autre piste, c'est également l'addition de molécules naturelles pour réduire les temps de traitement. Et en bas à gauche, vous avez un exemple en fait issu d'une publication qui n'est pas de nous. Mais ici, dans cette publication, ils ont étudié l'inactivation d'une bactérie chez Escherichia coli par des traitements à la lumière bleue à basse puissance avec ou sans acide férulique. Donc, l'acide férulique, c'est une molécule naturelle. Et ce que vous pouvez voir, c'est que l'addition d'acide férulique va réduire le temps de traitement par 30 pour avoir une efficacité même qui est également plus forte. Donc l'ajout de molécules naturelles peut aussi grandement augmenter l'efficacité des traitements de lumière bleue et donc on peut imaginer des traitements qui vont combiner la haute puissance et des molécules naturelles pour avoir des traitements qui sont très courts. Et puis également actuellement, donc je vous en ai parlé, mais il peut y avoir des effets sur les matrices et on a un besoin de connaissance de l'effet de cette lumière bleue à haute intensité sur différentes matrices et on l'étudie notamment au travers un projet intercarno qui s'appelle Ephinox, qui est réalisé avec le Carnot Plant2Pro, où on étudie l'effet de lumière bleue sur différentes matrices. Ce sont des graines, du vin, du raisin, pour regarder la possibilité finalement d'appliquer Yes. des traitements de la lumière bleue Non, sur différentes matrices. à 13h. Donc, les besoins de recherche, hein, pour la lumière pulsée et la lumière bleue, ben, je pense d'une manière générale, on a toujours besoin d'approfondir la compréhension des mécanismes cellulaires d'inactivation des micro-organismes. Parce que c'est d'une meilleure connaissance de comment ça marche réellement sur les cibles des micro-organismes, sur les cibles cellulaires, que l'on pourra faire évoluer ces technologies. Je pense qu'il y a une nécessité également d'élargir la base de connaissances
que l'on a de ces technologies, sur la sensibilité des micro-organismes. Même sur la lumière pulsée, qui est une technologie sur laquelle on commence à avoir un peu de recul, on n'a pas la base de connaissances que l'on a sur les procédés thermiques ou sur les UVC, hein. Il y a un article sur la sensibilité comparée des micro-organismes aux UVC qui est sorti il y a quelques jours, sur lequel on a des dizaines de références, des centaines de références, avec des centaines de valeurs on est loin du compte pour la lumière pulsée. Et on s'aperçoit qu'il y a des souches qui appartiennent enfin, qui sont relativement proches sur un plan génétique, qui ont des différences à la lumière pulsée et aux UVC assez notables. Et ça serait intéressant de s'intéresser si on n'arrive pas à faire des prévisions de la résistance des micro-organismes d'après la connaissance du génome et sur la base d'une connaissance des fonctions qui sont également impliquées dans la résistance. C'est une technologie qui est basée sur des procédés électroniques, hein. Donc là, c'est vraiment hors du champ de ce que nous faisions au laboratoire à Avignon, hein. C'est là-dessus sur lesquels travaille énormément la société Claranor avec laquelle nous collaborions. C'est le développement des équipements et des électroniques de puissance pour arriver à allumer les lampes, travailler sur de nouvelles lampes, travailler sur des lampes qui délivrent qui délivrent encore plus du VC. On peut jouer sur ce système-là par les procédés électroniques. Idéalement, ça serait de prédire l'inutilisation seulement sur des paramètres physiques. Aujourd'hui, dans les procédés thermiques, temps, température, ça suffit à valider un procédé thermique. On est encore loin dans la lumière pulsée. D'abord, il faut avoir des outils qui permettent de cartographier assez finement les doses de lumière pulsée qui sont reçues dans une zone à traiter, d'une part, et d'autre part, il faut avoir les bons modèles, les bons modèles qui prédisent l'inactivation des micro-organismes en milieu industriel. Sébastien? Oui, ben, alors tout le travail qui vous a été présenté, finalement, c'est pas un travail solitaire en recherche, hein. C'est un travail qui a été possible grâce au travail de différents collaborateurs. Donc, je ne vais pas les citer ici, mais vous voyez la liste, hein. Donc, c'est le travail de plusieurs personnes et donc je les tiens à les remercier, hein. Ce travail qui est présenté, c'est également le leur. Et pour ma part aussi, hein, ce travail a été fait en collaboration avec des jeunes scientifiques qu'on a associés au projet, des collègues seniors de nos laboratoires, mes collègues de Claranor avec lesquels on a collaboré pendant de nombreuses années. Et puis globalement, hein, ça s'est fait dans un laboratoire, dans une équipe de recherche qui s'appelle Sporalim, dans l'UMR Sécurité et Qualité des produits d'origine végétale. Au quotidien, ces gens-là, quelque part, tous ces collègues ont contribué à l'avancée de ces projets. Merci à eux. Merci beaucoup, Frédéric et Sébastien, pour cette présentation qui est complète sur ces nouvelles technologies.